Bonjour à vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui pour le salon de la plongée chez vous. Je vais donc avoir le plaisir à travers cette, vidéoconférence de vous retransmettre la conférence qui s'intitule «Partez en immersion avec les mammifères marins sauvages». Voilà, donc bienvenue pour cette conférence. Alors, pour me présenter en quelques mots, je suis donc Valérie Valton, éthologue spécialiste des interactions avec les mammifères marins et je suis membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature à la Commission des aires marines protégées. Je suis également la fondatrice de Dolphines et de l'association Splendeur Nature. Pour tout vous dire, j'ai en fait changé de vie il y a 12 ans pour, tenter de réaliser mes rêves et ma passion et contribuer à quelque chose de positif dans ce monde et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de contribuer à transformer le tourisme animalier pour qu'il favorise à la fois la bientraitance animale, mais qu'il vienne aussi soutenir la préservation des espèces sauvages. Faire il y a 2 axes sur lesquels j'essaie d'agir. D'une part, agir auprès des voyageurs. L'idée est vraiment de les sensibiliser et de les aiguiller dans leurs choix pour qu'ils puissent faire un tourisme animalier responsable. Pour cela, on a créé sur notre site, en fait, le portail de l'animalier responsable à cet effet et on propose aussi sur le site une gamme de voyages respectueux et engagés pour la préservation de la vie sauvage. On agit aussi auprès des autorités gouvernementales, pardon. Grâce à notre association, l'idée, c'est de les pousser et de les soutenir dans la mise en place d'un cadre touristique qui garantisse le respect des animaux, mais qui va aussi garantir leur pérennité. Voilà notre domaine d'action. Alors, le sujet de cette conférence, c'est donc partir à la rencontre des cétacés. Je vous propose de commencer par les spots d'interaction avec les cétacés qui existent dans le monde. Sachez déjà que les spots sont de plus en plus limités. La première raison, c'est qu'on a une interdiction croissante d'approcher les cétacés, surtout en Occident, pour les protéger. À titre d'exemple, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il est interdit de nager avec les orques. À Hawaï, on ne pouvait pas nager avec les baleines, mais maintenant, on ne pourra pas non plus nager avec les dauphins. Au Canada, on ne peut pas nager avec les belugas désormais, en plus des orques. La raison en est que le bruit cause de réels problèmes aux belugas et il y a beaucoup d'échouages de bébés belugas. Donc l'idée est d'éviter de rajouter le tourisme en termes de sources de bruit à cette embouchure du Saint-Laurent, surtout de ce côté-là, qui est déjà très fort. On a aussi du côté du sanctuaire Agoa, dans toutes les Caraïbes où il n'est pas recommandé par les chartes de faire des mises à l'eau. Et aujourd'hui, le sujet de la nage avec les dauphins est en discussion à Mayotte et dans le sud de la France, qui vont à terme l'interdire aussi. Donc avec toutes ces interdictions qui sont croissantes partout dans le monde, on a de moins en moins de spots. En dehors des lieux qui interdisent, on a un autre problème qui sont des spots non réglementés et qui sont surexploités. Donc là, si vous arrivez sur ce spot, vous allez avoir 20 bateaux pour un tout petit groupe de dauphins. C'est absolument à fuir. Un exemple, ce sont les dauphins à l'île Maurice, par exemple, qu'il faut vraiment éviter. On a après des spots plus compliqués, soit parce que les pratiques sont inacceptables, soit parce qu'elles sont controversées. Et on va avoir le cas des Açores, par exemple, où l'observation des mammifères marins est respectueuse, mais la mise à l'eau, qui est autorisée avec 5 espèces de dauphins, seulement pas les grands cétacés, elle est catastrophique. Catastrophique. Donc ça, vraiment, je ne le recommande pas. Et sur Madère, pour vous donner un autre exemple, Madère, sur des mises à l'eau avec des dauphins, vous êtes traîné par une corde derrière un bateau. C'est la pratique qui se fait là et qui se fait aussi dans d'autres spots. C'est pas très écologique. Je suis pas sûre. C'est passif, c'est sûr, hein, puisque ce sont les dauphins qui viennent vous voir, puisque vous êtes traîné un petit peu comme un asticot derrière la corde. Mais j'appelle pas ça vraiment de nager et interagir avec les dauphins. Donc voilà, chacun se fait son avis. Mais il y a tous ces spots-là qui font que des vrais spots dans lesquels il est autorisé de nager avec les cétacés, on en a de moins en moins. Alors, regardons les spots d'interaction avec les dauphins. Donc là, cette carte, elle n'est pas exhaustive. Néanmoins, elle présente un certain nombre de très beaux spots de rencontres pour les dauphins. Et je vous en ai mis certains avec des points d'interrogation parce que je ne connais pas bien les probabilités de rencontres avec les dauphins qu'on peut y avoir sur place, ni les opérateurs. Voilà, donc si vous avez déjà été nager avec les cétacés dans ces spots-là,
je serais ravie d'avoir votre retour. Donc voilà pour les dauphins. Si on s'intéresse aux interactions avec les baleines cette fois, voici à peu près les principaux sites, même si ce n'est pas exhaustif cette fois encore. Quand on arrive sur les cachalots, voilà, comme vous pouvez voir, il y a très peu de spots. Nombreux sont interdits, comme les Açores par exemple. On a Dominica, dans lequel il vous faut obligatoirement un permis, par contre, qui coûte à peu près 3 000 $ pour 4 jours. C'est assez coûteux. Il y a l'île Maurice, mais désormais, il me semble qu'on peut sortir uniquement avec une association. Il n'y a plus de tourisme standard autour des cachalots. Et au Sri Lanka, c'est une zone que je souhaite explorer. J'ai beaucoup lu à propos de ça et visiblement, il semble y avoir une population résidente autour du Sri Lanka, mais je ne saurais pas vous en dire plus aujourd'hui. Néanmoins, ça fait quand même assez peu de spots pour les cachalots. Et quand on en arrive au spot d'interaction avec les orques, bon, là, c'est encore pire. Il reste qu'un spot aujourd'hui, qui est la Norvège. Parce qu'en Norvège, on a une très belle population, à peu près d'un peu plus de 1200 individus, qui se portent bien, ça c'est la bonne nouvelle, et qui vient chaque année se rassembler près des côtes de la Norvège au moment du frai du hareng. Comme les harengs se rassemblent en millions de bancs, très près des côtes pour pouvoir déposer les œufs et que les mâles puissent les fertiliser ensuite, ça représente un festin extraordinaire pour les orques qui du coup les suivent. Donc entre octobre à peu près et janvier, vous pouvez aller en immersion avec les orques du côté de la Norvège. C'est un très beau spot. Voilà, c'est le seul aujourd'hui que nous connaissons. On a pu voir des orques du côté de Mariotte, du côté de la Réunion, ou aussi du côté de Cabo San Lucas en Basse-Californie. Malheureusement, les probabilités de les voir sont très faibles aujourd'hui. C'est plus du ponctuel, donc ce n'est pas considéré comme un spot en tant que tel. Et après, on a beaucoup d'orques aussi du côté de la Nouvelle-Zélande, sur les côtes, mais c'est interdit d'y aller. Donc voilà, pour les orques, pour l'instant, il n'existe qu'un vrai spot fiable. Voilà. Alors, les enjeux de ces interactions, ça c'est un point que j'aimerais quand même qu'on aborde ensemble. C'est que c'est un plaisir pour nous, mais il y a quand même un enjeu assez important derrière, qui est la survie des cétacés en eux-mêmes. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les cétacés sont nombreuses et assez lourdes. D'abord, la surpêche. Donc, on met en danger le stock de nourriture qui est disponible pour les animaux. Et aujourd'hui, en fait, très clairement, 80% des espèces de poissons propres à la consommation sont surexploitées ou pleinement exploitées. Donc ça en dit long. Après la surpêche, on a le problème des pêches accidentelles. Où là, chaque année, on a plus de 300 000 dauphins, baleines ou belugas qui sont pris dans les filets dérivants des grands chalutiers et qui sont donc morts et qui meurent accidentellement. Donc c'est un peu l'hécatombe de ce côté-là. Et si on regarde tout près de chez nous, c'est-à-dire en France tout simplement, on retrouve à peu près 600 dauphins échoués sur les côtes françaises chaque année. Et comme on sait que pour des dauphins qui ont été relâchés, morts ou 3/4 morts, dans 80% des cas, ils coulent ou ils se décomposent en mer. Ça veut dire que si ces 600 dauphins représentent que 20% des dauphins qu'on a tués, ça veut dire qu'on en tue à peu près 3000 par an sur les côtes françaises. Voilà, donc rien que chez nous, il y aurait du travail pour essayer d'améliorer la situation des cétacés. Alors, après la pêche accidentelle, on a le problème de la chasse aussi, qui, malgré les interdictions au niveau international, continue, avec la Norvège, le Japon et l'Islande principalement, qui en tuent 1700 par an. On a aussi, en Europe, puisque c'est un archipel autonome qui fait partie du Danemark, ce sont les îles Féroé, où eux font des campagnes de chasse aux dauphins. Ils les rabattent dans des baies et après, ils les égorgent à coups de couteau. Sur 2021, en une seule journée, aux îles Féroé, ils ont réussi à tuer 1428 dauphins et globicéphales sur une campagne de pêche. Donc, on est loin de les laisser en paix et la chasse se poursuit malheureusement encore aujourd'hui. Après, on a le problème de la pollution des eaux avec le PCB. On retrouve aujourd'hui chez certains mammifères marins des cancers, comme l'humain peut en avoir, ce qui devient inquiétant aussi. On a la collision des bateaux, qui crée aussi pas mal d'accidents avec les cétacés.
Et on en a tout simplement entre la Méditerranée et la Corse, où les ferries, malheureusement, régulièrement tapent des baleines. On a la pollution sonore qui est aussi une menace assez importante pour les cétacés. Et là, je m'excuse par avance pour vos oreilles, mais je voudrais vous faire écouter ce que vivent les cétacés sous l'eau. Voilà. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ce bruit sous-marin peut endommager l'oreille interne des cétacés ou les faire exploser en cas de sonar ou d'explosion sous-marine dans le cadre de la recherche de pétrole, par exemple, sur le plancher sous-marin, ce qui crée énormément d'échouages. L'armée aussi, avec ces sous-marins, on a créé beaucoup. Donc, quand on regarde toutes ces menaces, on se rend compte qu'il faut à tout prix éviter que le tourisme devienne lui aussi une menace supplémentaire pour les cétacés. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce vraiment éthique d'aller à leur rencontre ? Là, tout dépend. Tout dépend d'un certain nombre de choses. Déjà, de si la loi ou le pays l'autorise, de l'état de santé de l'espèce concernée. C'est-à-dire que si une espèce de baleine se porte bien dans un lieu, elle peut être menacée dans un autre lieu. Donc à chacun de surveiller quel est l'état des espèces avant d'aller dans un endroit et de vouloir avant de vouloir aller les rencontrer. Donc tout ce qui est espèce menacée, en danger, non, on ne le recommande pas. Tout ce qui est espèce bien portante, en effet, il est possible d'aller à leur rencontre. Rencontrer les cétacés dépend aussi de la situation que vous allez retrouver sur le terrain en temps réel. C'est-à-dire la présence ou non, à votre arrivée, de bateaux, du nombre de bateaux, du ratio entre le nombre d'humains et le nombre de cétacés quand vous allez vouloir vous mettre à l'eau. Si vous avez 30 humains pour 5 dauphins, ce n'est pas la peine de descendre dans l'eau. C'est une très mauvaise idée. Il faut essayer de rester sur des petits groupes. C'est-à-dire que sur des baleines, en restant très groupé, on peut descendre entre 5 et 10 maximum s'il y a 2 baleines ou plus. Sur des dauphins, il faut toujours avoir moins d'humains que de baleines à l'eau, que de dauphins à l'eau. Et il faut observer le comportement des bateaux qui sont en présence et des gens qui sont sur place. C'est-à-dire que si les bateaux se comportent bien, qu'ils ne sont pas trop nombreux et qu'ils se comportent bien, ou les mises à l'eau se font de manière respectueuse, c'est pas forcément gênant si les ratios sont acceptables que vous vous glissiez à leur côté pour le faire. Si vous tombez sur des bateaux qui font n'importe quoi, c'est pas la peine d'en rajouter puisque ça crée déjà une nuisance pour les cétacés. Mieux vaut dans ce cas-là que vous évitiez et que vous repartiez. Après, tout va dépendre de l'approche. Si vous faites des approches sur les animaux comme des cow-boys, évidemment que ce n'est pas une bonne idée d'aller à la rencontre des cétacés, parce que vous allez être une source de stress pas possible pour eux, vous allez les déranger dans leurs activités, alors que si vous faites une approche qui va être respectueuse et qui ne va pas avoir d'impact négatif sur eux, vous le pouvez. Donc vraiment, l'approche est clé et cruciale pour déterminer si oui ou non ce que vous allez faire a un impact négatif ou pas sur les animaux. Après, dans la rencontre, il faut évidemment prendre en compte le bon vouloir des animaux. Pour ce faire, le plus simple va être observer leur réaction. C'est-à-dire que les animaux peuvent tout à fait... ils sont en général curieux et les cétacés sont particulièrement curieux de l'humain. Donc, ils peuvent être ravis de venir à votre rencontre et de passer du temps avec vous. Après, comme pour des humains, ce n'est pas toujours le bon moment pour eux. Ils peuvent être occupés, ils peuvent être en train de dormir, ils peuvent ne pas en avoir envie. Et à nous de le respecter. Sinon, en effet, ça devient une rencontre qui a un impact négatif sur les animaux. Voilà. Il y a une autre chose à prendre en compte qui me paraît hyper importante, c'est comprendre le contexte de l'animal.
lorsque l'on rencontre des baleines, on peut les rencontrer en eau chaude ou en eau froide. Donc là, je vous présente la carte de migration des baleines à bosse, par exemple. On voit que l'été, soit entre juin et octobre à peu près, elles sont sur leur zone de nourrissage, en eau froide, près des pôles. Donc là, les petits ont déjà au moins 2 mois. Ils sont assez robustes et il y a pleinement à manger pour la mère et pour toutes les baleines. Donc à ce moment-là, elles sont en pleine forme. Aller à leur rencontre ne pose pas de problème particulier. Par contre, l'hiver, entre décembre et mars, les baleines migrent pour venir sur leur zone de reproduction et de mise bas, qui sont les eaux chaudes. Et c'est en général là qu'on vient les rencontrer. Sauf que ces baleines, quand elles font leur migration, sachez que la migration dure 2 à 3 mois, que pendant cette migration, elles vont devoir faire jusqu'à 10 ou 12 000 kilomètres aller-retour, que pendant cette migration, elles vont aussi se reproduire ou mettre bas, qu'elles vont devoir allaiter les petits, pour celles qui en ont, et tout ça en étant à jeun. Ce qui veut donc dire que la dépense énergétique est spectaculaire pour les baleines pendant ces migrations. Elles perdent jusqu'à 50% de leur poids. Elles sont donc vulnérables quand on part à leur rencontre dans ces eaux chaudes. Et les petits sont vulnérables aussi parce qu'eux ont très peu de temps dans les eaux chaudes pour bien dormir, bien manger et grossir rapidement et prendre des forces parce qu'ils vont être obligés de faire la migration retour jusqu'au pôle avec leur mère. Donc là, quand on va nager avec ces baleines, il faut vraiment prendre en compte cet aspect pour être très précautionneux et ne pas fatiguer les baleines ou leur créer un stress complètement inutile qui pourrait les affaiblir et ce qui ferait qu'un petit ne serait pas capable de faire une traversée retour jusqu'au pôle et mourrait en chemin. Donc là, j'invite chacun à être très prudent sur cet aspect-là. Sachez aussi que sur ces baleines qui viennent pour mettre bas sur les côtes dans les eaux chaudes, la raison pour laquelle elles viennent si près du bord dans les baies ou dans les lagons, c'est parce que ça les met à l'abri des prédateurs. Donc si lorsqu'elles viennent tout près de ces côtes dans les lagons ou vraiment à l'extérieur, elles sont harcelées par les touristes, leur seule solution pour éviter le harcèlement des touristes, si ça les empêche de dormir ou de se reposer, ou que ça empêche le petit de se nourrir correctement par exemple, leur seule solution, ce serait de retourner plus au large pour essayer de s'éloigner du tourisme. Mais si elles retournent plus au large, elles ne sont plus à l'abri des prédateurs. Donc finalement, elles ont le choix entre la peste et le choléra, si on les y force, ce qui est très mauvais. Donc là, attention sur les baleines qu'on peut rencontrer en eau chaude. Pour les cachalots et les orques, il n'y a pas de phénomène de grande migration, en tout cas, et surtout pas à jeun, donc c'est moins un problème. Les cachalots, sachez que pour les femelles, en général, vivent avec les juvéniles et forment un clan. Et les mâles sont dans un autre clan, les mâles adultes, qui, lui, sillonnent différents lieux pour aller à la rencontre des clans de femelles avec leurs juvéniles. Donc, eux fonctionnent comme ça. Néanmoins, ils ont de la nourriture partout sur leur parcours. Pour les orques, là, il s'agit d'un matriarcat. C'est-à-dire que les petits et les mâles vont rester à vie avec leur mère, comme pour les éléphants. C'est exactement la même chose. Et ils restent sur des lieux où ils ont de la nourriture systématiquement. Et ce qui va leur permettre, je dirais, de se reproduire, c'est le fait qu'il y ait des rencontres interclans, tout simplement. Mais donc, il n'y a pas trop de particularités à leur sujet. Maintenant, si on aborde le cas des dauphins, là aussi, il va falloir faire attention sur la zone de rencontre. C'est-à-dire qu'on peut aller à la rencontre des dauphins soit en pleine mer, soit dans des baies ou dans des lagons. Et pour les espèces de dauphins qui sont assez côtières, qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les dauphins à long bec, les tachetés ou les turciopes. Là, sachez qu'ils chassent au large la nuit, en général. Et là, ils sont très vigilants et très alertes lorsqu'ils partent en chasse, puisqu'ils sont en pleine mer avec le danger des requins. Le jour, ils reviennent près des côtes pour s'abriter dans les baies et les lagons. Là, ça leur permet, dans ces zones-là, d'éviter les prédateurs. Et puisqu'ils sont à l'abri des prédateurs, ils peuvent s'adonner à toutes leurs activités qui demandent une baisse de vigilance. Dormir, socialiser, s'accoupler, nourrir et éduquer les petits. Donc, comme ce sont dans ces zones, dans ces baies et près des côtes qu'on va à leur rencontre et en journée, là, il faut vraiment faire attention à ce que les rencontres humains-dauphins ne soient pas nuisibles aux dauphins et qu'elles n'empêchent pas leur sommeil ou leur repos ou la reproduction. Sinon, on met en danger la survie de l'espèce à moyen terme. Et là encore,
vous allez me dire qu'ont les dauphins comme alternative face au tourisme si le tourisme est néfaste. Comme les baleines, leur seule solution, c'est de retourner vers le large. Mais s'ils retournent vers le large, ils sont face aux requins. Et s'ils sont obligés de dormir au large avec les petits face aux requins, leur survie ne va pas non plus être très bonne. Donc attention sur ces rencontres dauphins aussi. Alors, comment maintenant, si vous y êtes presque, approcher et interagir avec les dauphins? La première chose, avec votre bateau, c'est de garder vos distances. Ça, c'est vraiment très important. Et cette notion de distance, dans les interactions avec les animaux, tous d'ailleurs, elle est vraiment cruciale. La première notion dont je voudrais vous parler, c'est la distance de fuite. Alors, je vous laisse découvrir en images. Comme c'est plus pratique avec les animaux terrestres, puisque c'est beaucoup plus visible, je vous propose cette petite animation. Voilà. Donc, en effet, si vous souhaitez partir observer des cétacés en bateau ou les approcher en bateau, sans les faire fuir, ni perturber leur activité, pour pas que ce soit négatif pour eux, il va vous falloir respecter une certaine distance. Alors, sur toutes les chartes internationales, vous trouverez en général que les baleines ne sont à ne pas approcher à moins de 100 mètres et pour les dauphins, pas à moins de 30 mètres. Alors, c'est une règle générale qui a été déterminée pour qu'elle soit applicable par tous et partout. Néanmoins, sachez que la distance de fuite est variable, à la fois selon les espèces, mais aussi selon les circonstances. Parce que comprenez bien que si vous comptez aller en immersion avec les cétacés, il va falloir pouvoir vous approcher. Alors, en partie seulement en bateau et ensuite à la nage, mais plus vous allez réduire la distance de fuite, plus il sera facile d'approcher les cétacés. Et en effet, cette distance de fuite, elle dépend de différents éléments. Elle dépend s'il s'agit d'une proie ou d'un prédateur. Ça ne va pas être les mêmes distances. Elle dépend de l'espèce, mais elle va surtout dépendre du degré de vulnérabilité de l'animal. Est-ce qu'il y a des petits? Est-ce qu'il y a des animaux blessés ou non? Est-ce que l'animal a dans son environnement proche des possibilités de fuir ou des possibilités de se cacher? Auquel cas, plus il a de possibilités de fuir et de se cacher, plus il vous laissera approcher près, parce qu'il sait qu'il peut s'en tirer facilement. Alors que si c'est un animal qui est complètement à découvert, avec aucun moyen de fuir, parce qu'il se sent acculé, par exemple, par des obstacles derrière lui, ou qu'il n'arrive pas à se dissimuler, dans ce cas-là, en effet, la distance de fuite sera très grande. Et vous devrez garder des distances beaucoup plus grandes vis-à-vis de l'animal pour ne pas le faire fuir. Donc des critères qui agissent sur cette distance de fuite sont assez nombreux, mais il y en a un qui va être crucial dans notre cas présent, qui est de savoir si l'animal vous considère comme un danger ou non. S'il vous considère comme un danger, il fuira. S'il ne vous considère pas comme un danger, il peut vous laisser approcher et, in fine, jusqu'à très près de lui. Et c'est ça que vous allez chercher lors d'une immersion, c'est d'établir la confiance et de faire comprendre à l'animal que vous n'êtes pas un danger, que vos intentions sont bonnes, que vous n'allez créer aucune source de stress, par exemple. Ce qui fait que l'animal sera suffisamment à l'aise et acceptera de vous laisser approcher et ou de s'approcher carrément de vous lui-même. Donc là, ça va être vital. Et c'est ce qui fait que la qualité de votre approche, que ce soit en bateau ou à l'eau, va être déterminante pour réussir ou pas une rencontre et pour y arriver. Sachez aussi que lorsque vous approchez la distance de fuite d'un animal, mettons qu'elle soit 100 mètres, quand vous allez arriver à 105 mètres par exemple, vous allez le voir, comme vous l'avez vu dans la vidéo, que les animaux se mettent en alerte ou changent très légèrement de comportement, ou s'arrêtent, ou ralentissent. Donc, ils en sont au moment où ils vont aviser de la situation. Et à ce moment-là, si vous
pouviez détecter quoi que ce soit sur un dauphin ou une baleine ou un cétacé que vous allez rencontrer comme mouvement ou comme changement d'attitude, reculez et réécartez-vous des animaux. Parce qu'à ce moment-là, ils ne vont pas forcément fuir. Si vous repartez plus loin, c'est-à-dire que vous approchez de la distance de fuite, si vous en réécartez, ils vont reprendre leur activité normale. D'où l'importance de reculer pour éviter de les faire fuir. Il existe une deuxième notion de distance qui est à connaître, qui est ce qu'on va appeler la distance critique. Ça, c'est une distance en deçà de laquelle un animal se sent acculé et pense devoir tenter le tout pour se sortir de là. Ça, c'est en général une distance assez faible. C'est lorsque l'on est déjà assez près de l'animal. Tout comme si quelqu'un, par exemple, dans le métro, le soir, essaye un petit peu de vous coincer dans un coin sombre. Là, il y a un moment où vous n'avez plus trop quoi savoir faire et dans la panique, vous allez, je sais pas, lui foncer dessus pour essayer de passer, lui taper dessus, lui crier et courir tête baissée. C'est vraiment des situations de panique forte que ça déclenche. Donc cette distance critique, elle est lorsqu'on est trop près et lorsque l'individu, en l'occurrence l'animal, se sent sur le point d'être agressé. Et dans ce cas-là, soit il va donc faire une fuite dans la panique. Ça peut être très dangereux pour vous comme pour lui. C'est-à-dire qu'il peut par exemple essayer de sauter par-dessus le bateau pour essayer de sortir de l'endroit où il se sent coincé. Et là, il pourrait taper un passager ou lui-même malheureusement s'échouer sur le bateau. Ou alors, si ça peut être des juvéniles par exemple, ils pourraient être séparés de leur mère en partant dans n'importe quel sens sans repérer le reste du groupe, ce qui est aussi très dangereux pour les animaux de séparer les mères et les petits. Parce qu'il y a toujours un risque qu'ils ne se retrouvent pas. Donc cette distance critique, lorsqu'on l'atteint, soit elle crée donc une fuite, soit elle peut créer une agression. Mais chez les mammifères marins, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ou très rarement, et uniquement avec des dauphins ambassadeurs, lorsqu'ils ont trop de touristes qui les encerclent ou qui les acculent. Et là, malheureusement, les dauphins forcent le passage. Et donc, ça peut créer des accidents. Voilà. Donc, la notion d'acculer, elle est importante, de penser à ne jamais acculer les animaux, à ne jamais les encercler, pour ne pas leur donner un ressenti qui serait celui que vous entrez dans une zone critique de danger pour eux. Alors, l'approche en bateau, cette fois. Donc, lorsque vous allez approcher des cétacés en bateau, la première chose, c'est de réduire la vitesse pour minimiser le bruit et éviter de les faire fuir, évidemment. La deuxième, on en a parlé au préalable, c'est de vérifier que la loi autorise d'approcher ces cétacés. D'essayer de surveiller que ces cétacés ne soient pas une espèce menacée. Donc, les dauphins, en général, sont assez faciles à repérer de loin. Bon, l'espèce, pour voir l'espèce, il faut malheureusement un peu plus s'approcher. Pour les baleines, vous pouvez les reconnaître facilement parce qu'elles ont toujours un jet à la verticale, en l'air, qui sera plus ou moins grand en fonction de l'espèce de baleine. Pour ce qui est des cachalots, vous les repérez parce que leur souffle est en biais. Donc en fonction du jet de vapeur qui sort, s'il est en biais, vous saurez même à distance que ce sont des cachalots. Ça, c'est assez facile à repérer. Voilà. Pour les orques, c'est un souffle de dauphin, mais 4 fois plus gros, donc on les repère aussi assez bien de loin. Donc, si ça n'est pas une espèce menacée, parfait, vous pouvez continuer à les approcher. Et là, on en revient au fait d'analyser la situation. Y a-t-il d'autres bateaux Y a-t-il déjà des gens dans l'eau? Comment se comportent-ils? S'ils se comportent bien, parfait. Dans ce cas-là, vous pouvez entamer votre propre technique d'approche et elle va être à 100% centrée sur la trajectoire de l'animal. Donc, la chose la plus importante pour réussir une approche des cétacés, c'est d'observer la trajectoire des cétacés. Et en fonction de celle-là seulement, vous saurez comment déterminer la vôtre. Donc, comme vous le voyez, avec les cétacés, comme avec tous les animaux, quasiment, il ne faut jamais essayer d'arriver sur eux par l'arrière, parce que ça leur crée un ressenti d'être pourchassés. Ne jamais arriver en frontal. Le frontal, et vous le connaissez dans le royaume, par exemple, avec les lions ou d'autres animaux comme ça, arriver en frontal, c'est vraiment une intention, c'est une démonstration d'une intention agressive. Donc l'animal va forcément fuir en accélérant ou en changeant de direction, ou alors il va sonder. Donc là, vous aurez perdu votre rencontre qui sera ratée. Ne jamais approcher non plus l'animal à 90 degrés.
Arriver en perpendiculaire, c'est agressif aussi pour l'animal parce que vous arrivez droit sur lui. Donc à un moment, il se demande ce que vous allez lui vouloir, si vous allez le percuter. Donc il va là aussi sonder, fuir ou changer de direction. La bonne approche, c'est celle-ci. La bonne approche, que ce soit d'ailleurs une baleine ou un dauphin ou un orque, c'est toujours une approche qui va être en courbe, qui va s'effectuer par le 3/4 arrière pour venir se placer en parallèle des animaux sans jamais rentrer sur leur trajectoire. Et ça, c'est vraiment très important. Ne rentrez pas ou n'empiétez pas sur la trajectoire des animaux. Donc, venez vous placer en parallèle de leur trajectoire. Et si vous devez repartir après avec le bateau, repartez aussi en courbe pour vous éloigner doucement de l'animal. Si jamais vous avez déjà un bateau qui est présent sur site, la bonne approche, c'est de rester du même côté que l'autre bateau, de venir vous accoler à lui, juste derrière lui, tout simplement, mais de ne pas encercler l'animal. On en a parlé tout à l'heure. Encercler les animaux crée un stress et ils peuvent se sentir acculés, ce qui fait qu'ils vont très probablement sonder, accélérer pour tenter de fuir et ou changer de direction de manière un petit peu en panique. Donc ça, c'est complètement inutile. Donc restez groupés, ça laisse à l'animal le champ libre de choisir s'il souhaite changer de direction, tout simplement. Et il peut ainsi vaquer librement. Attention aussi, et pour les mêmes raisons, on l'a dit, regardez bien l'environnement avant d'approcher un cétacé qu'il y a autour de vous pour éviter de coincer un cétacé entre des obstacles et votre bateau. L'idée, c'est que le cétacé ne se sente pas acculé. Voilà. Alors là, je voudrais vous montrer une approche qui est particulièrement intéressante parce qu'elle représente à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous laisse regarder en image vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, là, il ne pouvait pas faire pire. C'est-à-dire que d'abord, avec le bateau, il fonce droit sur l'animal, moteur allumé. Je ne sais pas si vous remarquez. Le bateau finit au-dessus de l'animal, carrément. Le plongeur se jette à l'eau avec beaucoup de bruit sur l'animal. Là, c'est même pas à côté, là, c'est carrément dessus. Et comme vous avez pu le voir, avec tout ça, ce qu'il a réussi sous l'eau à voir, c'est à peine 2 secondes, une baleine qui est déjà loin et qui s'enfuit. Donc, on ne peut pas faire plus négatif comme approche que ce qu'il vient de faire. Voilà. Donc ça, vraiment, on ne peut pas faire pire. Donc, ne le faites pas. Alors, sachez aussi quelque chose d'important, c'est que vous ne devez pas couper ou empiéter sur la trajectoire des baleines. Donc, lui, il vient de le faire et on a bien vu le résultat. C'est-à-dire qu'il avait à peine commencé. Il n'était même pas dans l'eau que la baleine était déjà en train de sonder, puisque, justement, le fait que le bateau s'approche de trop près et qu'il vienne empiéter sur la trajectoire de la baleine, ça l'a fait sonder. Donc, pour éviter ça, n'entrez jamais sur la trajectoire des animaux. Que ce soit en bateau ou à la nage, c'est pareil. Et c'est le même principe que si vous êtes sur l'autoroute, par exemple, ou sur une route, et que vous voyez au loin une voiture ou un obstacle, vous allez essayer de changer de voie pour vous mettre sur la voie qui n'a aucun obstacle à l'horizon devant. Tout simplement pour des questions de sécurité. Et les animaux vont faire exactement la même chose. Ils vont repositionner leur trajectoire pour éviter un obstacle, même s'il est loin devant. Donc, n'entrez pas sur leur trajectoire. Et si vous rentrez sur leur trajectoire, vous allez automatiquement les faire changer de trajectoire. Où ils vont sonder, tout simplement. Alors, parfois, et ça va être vrai beaucoup pour les baleines pilotes, les dauphins, les espèces un peu plus petites de cétacés, c'est qu'il n'est pas toujours évident de savoir évaluer la trajectoire qu'ils prennent. Parce qu'on va avoir des dauphins qui font ça, qui se promènent, par exemple. Voilà, et puis qui repartent dans l'autre sens. Alors, quand c'est le cas, oui, comment faire ? Comment faire pour comprendre comment les approcher, puisqu'il n'y a pas de trajectoire en soi ? Dans ce cas-là, regardez, prenez le temps de l'observation. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prendre son temps avant d'approcher les mammifères marins. C'est observer et attendez. Et vous allez voir
parce que c'est assez souvent le cas, qu'il peut y avoir un schéma répétitif. Et on voit ça notamment chez les dauphins lorsqu'ils dorment ou alors lorsqu'ils socialisent. En fait, ils ne vont nulle part puisqu'ils dorment. Donc le but pour eux, c'est finalement de rester en mouvement, mais sans aller nulle part. Et ils effectuent dans ce cas-là souvent des cercles qui se reproduisent et qui peuvent se déplacer légèrement, mais très peu. Donc si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à déterminer finalement, comme pour une approche standard, une tangente à ce cercle et faire l'approche classique qui va être d'arriver par le 3/4 arrière de cette tangente et de venir vous positionner en parallèle de la tangente pour pouvoir les approcher. Parlons maintenant de la mise à l'eau et de l'approche à la nage. Donc notez déjà, une première chose, c'est que les mises à l'eau, les approches pour la mise à l'eau sont différentes des approches d'observation. Parce qu'on ne vient pas pour le même but, et donc c'est logique. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous expliquer là pour les mises à l'eau, ce n'est pas ce que vous allez retrouver dans les chartes d'approche internationales, ni dans la charte d'approche de la nôtre qui est liée à l'observation. Donc là, d'autant plus si on veut faire des mises à l'eau, il faut vraiment prendre le temps de l'observation, mais à la fois, je dirais, pour réaliser l'approche sur le bateau, mais aussi prendre le temps de l'observation avant la mise à l'eau. Il faut une certaine coordination entre les deux. Donc la première chose à faire, et ça on l'a déjà dit, c'est de repérer leur trajectoire, la trajectoire des animaux. Donc le bateau va s'approcher, comme on l'a vu juste avant, par le 3/4 arrière en courbe pour venir se positionner sur la trajectoire parallèle de celle des cétacés. Mais là par contre, le bateau va devoir venir se positionner en avant des cétacés pour mettre à l'eau ses passagers. Et l'intérêt, notamment de faire ça, voilà, c'est que vous allez respecter la distance de fuite par le fait qu'à aucun moment le bateau ne s'approche des cétacés. Il va s'approcher de leur trajectoire, mais bien en aval. Donc ça vous permet de garder une distance potentielle de fuite assez grande. Ça n'effraie pas les animaux. Et là, le bateau peut éventuellement venir vous déposer très près de la trajectoire des animaux, ce qui fait que vous aurez assez peu de nage. Donc ça, c'est la bonne approche. L'approche à la nage que vous allez faire une fois que vous êtes déposé dans l'eau, elle doit être exactement la même que celle du bateau. C'est-à-dire que vous devez arriver en courbe à la nage pour venir vous positionner et nager en parallèle de la trajectoire des dauphins. À aucun moment, vous devez empiéter sur cette trajectoire. Sinon, les animaux vont changer de direction. Et c'est terminé, vous n'avez plus qu'à remonter sur le bateau. Restez, et c'est pour ça qu'il faut vraiment visualiser avant de descendre sur le bateau, pour les nageurs, quelle est la trajectoire des dauphins. Essayez de repérer à quelle distance à peu près elle va être. Et mettez-vous à l'eau en visant de venir en parallèle de là où ils sont. Et ce sera les dauphins qui vont finalement vous rejoindre, puisque vous êtes en aval d'eux, et pas l'inverse. Et continuez à nager tout droit. À aucun moment, même si les dauphins s'approchent, ne changez pas de direction, n'empiétez pas sur leur trajectoire. Laissez-les venir, puisque eux vont vous regarder dans l'eau finalement comme un banc de poissons, ou comme une queue leu d'individu qui est en train de nager. Vous n'avez pas d'intention vis-à-vis d'eux, puisque vous ne les regardez pas et que vous n'allez pas vers eux. Donc là, eux vont se sentir totalement libres d'être curieux à votre égard, et c'est souvent eux qui vont choisir de venir vous inspecter et de venir à votre rencontre. Donc vraiment, venez en parallèle et continuez à nager, laissez-les venir. Si vous changez pour essayer de vous approcher d'eux ou pour couper court et aller au plus vite sur les dauphins, vous allez les faire fuir, c'est systématique. Palmez évidemment avec calme et sans bruit, sans faire de crawl. Les bras le long du corps, plus vous minimisez le bruit, plus vous minimisez le fait vous risquez de les faire fuir. Donc c'est toujours dans votre intérêt, et c'est dans l'intérêt des dauphins aussi de réduire les nuisances sonores, vu qu'ils en ont déjà plein les oreilles. Alors, ce que je vous propose là, comme approche, ça doit vous sembler du bon sens, mais c'est quelque chose que chaque fois que l'on est en mer et en situation, tout le monde semble oublier d'un seul coup. Donc là, je tiens à revenir dessus et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on est en mer et qu'on voit des dauphins, on a envie de foncer dessus. C'est-à-dire que le bateau souvent essaie de s'approcher au plus près, et dès que vous descendez dans l'eau, vous voulez aller droit sur les dauphins. C'est ce qui paraît quelque part le plus naturel, vous passez par le plus court chemin pour rejoindre les dauphins. Sauf que
Comme votre vitesse de nage est 100 fois plus lente que celle des dauphins, le temps que vous arriviez là où les dauphins étaient, ils sont déjà loin devant. Donc, je pourrais dire que c'est une attitude totalement humaine, mais complètement idiote. Et tout le monde fait ça systématiquement, au moins la première fois. Et malheureusement, pas toujours que la première fois pour bon nombre de personnes. Donc vraiment, essayez d'en être conscient le jour où vous voyez des dauphins d'un bateau pour ne pas reproduire ça. Par contre, si vous allez, ce que je vous expliquais avant, en aval des dauphins et qu'on vous dépose dans l'eau et que vous nagez dans la direction des dauphins, là, ce qui se passe, c'est que vous aurez le temps. Et que ce sont les dauphins qui vont vous rattraper, ce qui fait que vous serez ensemble. Parce que le temps que vous nagiez les quelques mètres qui vont vous amener sur le côté de la trajectoire des dauphins, les dauphins auraient parcouru une grande distance qui va leur permettre de revenir à votre niveau. Voilà. Donc pensez-y, ça c'est vraiment la meilleure des approches qu'on puisse faire avec les dauphins. Et les mammifères marins en général, hein. Pas que. Donc maintenant, si on en revient à ces dauphins qui étaient soit en train par exemple, de socialiser, et de faire des grands cercles comme ça, concentriques, là, vous allez appliquer exactement la même approche. C'est-à-dire définissez une tangente, et donc la trajectoire sur laquelle seront les dauphins lorsqu'ils seront sur cette tangente. Visualisez un point de rendez-vous et comment vous allez nager en parallèle d'eux, et faites votre approche standard de bateau qui va alors s'appliquer. Et ce qui fait que le temps que vous arriviez, voilà, les dauphins vous auront rejoint et vous pourrez partir et nager côte à côte avec eux. Évidemment, si les dauphins l'acceptent, après, vous pourrez continuer à tourner autour de ce grand cercle avec eux tant qu'ils le souhaitent. Voilà. Alors, parlons maintenant des interactions. Lorsque vous allez approcher les cétacés, surtout, restez groupés ou en file indienne au maximum. Parce que pour les cétacés, lorsque vous allez les approcher, que ce soit en bateau ou à l'eau, dans les deux cas, c'est pareil, vous représentez un inconnu, une chose inconnue qui s'approche. Si vous approchez à deux bateaux, vous restez groupés, ou vous êtes en train d'observer les baleines en parallèle d'elles sur leur trajectoire avec vos bateaux. Si les deux bateaux arrivent et restent ensemble, pour la baleine, c'est une chose à surveiller. S'il y a un groupe de nageurs qui restent ensemble dans l'eau à côté de la baleine, pour la baleine, c'est une seule chose à surveiller. Si vous vous dispersez, c'est-à-dire que si les bateaux arrivent de toutes parts ou que les nageurs se dispersent, pour la baleine, c'est plus une chose à observer, mais 10. Et là, pour le coup, pour elle, ça peut être trop de choses à surveiller, elle peut choisir de partir. C'est-à-dire que vous lui demandez un effort important de vigilance pour surveiller tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que vous aurez toujours beaucoup plus de chances d'approcher les baleines et de rester avec en restant groupés ou en étant en file indienne, puisque dans ce cas-là, vous formez un seul cordon tous ensemble. Et ça, c'est rassurant pour les animaux parce que ça abaisse le besoin de vigilance que vous allez exiger d'elles. Et vous aurez toujours donc plus de chances qu'elles acceptent que vous vous approchiez en faisant comme ça. N'allez pas à moins de 3 mètres des dauphins, par exemple. Alors pour les baleines, c'est plutôt n'allez pas à moins de 10 mètres. Pour les orques, on peut rester aussi à 3 mètres et les cachalots, l'idéal, c'est 10 mètres aussi comme les baleines, même si ça peut être un petit peu moins, hein, baleine cachalot, mais par principe, voilà, essayez de garder 10 pour les grands cétacés, 3 pour les dauphins ou les petites baleines comme les baleines pilotes. Par contre, pour toute distance inférieure à 3 mètres, ça ne doit pas être vous qui franchissez cette limite. Laissez les animaux choisir ou non de venir plus près de vous ou pas. Et l'une des raisons, en fait, qui explique ça, c'est une autre notion de distance qui est très importante en éthologie, qui est la notion de bulle personnelle. Lorsque vous parlez à quelqu'un dans la rue, il y a des gens, ça arrive parfois, qui viennent vous parler de trop près. Vous avez l'impression qu'ils collent leur visage sur le vôtre et c'est absolument détestable. Et la seule chose qu'on cherche à faire quand c'est le cas, c'est à s'écarter parce qu'on est mal à l'aise. Alors que si vous regardez, tout le monde, lorsque vous avez besoin de parler dans la rue à quelqu'un, reste à une distance qui est toujours la même. Et en fait, cette distance, un petit peu standard, qui est au-delà de 45 centimètres pour les humains, par exemple, c'est une distance où vous êtes en dehors de la bulle personnelle de l'autre individu. C'est cette notion de bulle personnelle. Dans la bulle personnelle d'un individu, seuls rentrent des gens avec lesquels vous avez de l'intimité. Donc votre petit ami peut vous prendre par les épaules, votre mari, vos enfants, mais un inconnu, il ne doit pas rentrer dans cette bulle personnelle. Sinon, ça va être vécu comme une intrusion.
Et on retrouve la notion de bulle personnelle chez tous les animaux, pardon, y compris chez les cétacés. Et c'est pour ça que, comme vous ne connaissez pas quelle va être la distance nécessaire pour que le dauphin se sente à l'aise avec vous, c'est-à-dire quelle est la taille de cette bulle personnelle chez lui, laissez-le gérer. Parce que lui la connaît et lui fera ce qu'il faut pour être à l'aise. Ne les touchez pas, évidemment, hein, personne n'irait dans la rue, aller caresser les cheveux d'une inconnue. Quand on ne connaît pas, on ne touche pas et c'est valable aussi pour, les animaux. Sinon, ils se sentent, intrusés et ils vont évidemment fuir. Gardez vos bras le long du corps autant que possible aussi. Ça, l'idée, c'est pour signifier votre intention qui est: «Je ne vais pas essayer de t'attraper, je ne vais pas essayer de te toucher». Donc c'est rassurant pour les animaux et ça peut leur permettre et leur donner envie de venir justement vous voir, et de venir assez près de vous. Alors, si vous constatez que les dauphins sont venus vous voir et qu'ensuite ils réaccélèrent, par exemple, ne palmez pas derrière eux. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. À part les faire accélérer et les faire partir, encore plus vite, vous gagneriez rien. Parce que si vous comparez votre vitesse de nage avec la leur, c'est perdu d'avance. Donc c'est humain, hein, une fois encore, mais c'est complètement stupide. Et on est toujours tenté de le faire, donc vraiment, ça c'est quelque chose à mémoriser. Et de la même manière, si des dauphins, par exemple, s'écartent de vous ou accélèrent un petit peu, n'essayez pas de vous rapprocher d'eux. Au contraire, essayez de vous écarter, vous aussi un petit peu d'eux, pour leur montrer que vous avez compris leur souhait de remettre de la distance entre vous et eux. Si vous remettez de la distance, ça leur signifie que vous avez compris et que vous leur laissez la main, et qu'ils sont libres de faire comme bon leur semble. Et ça, au lieu de les faire fuir définitivement, ça peut leur donner envie de revenir. Parce qu'ils ont compris que vous avez compris et que vous respecterez la distance qui leur convient. Voilà. Enfin, regardez et ressentez ce qu'ils vous proposent comme interaction. Hem, Parce que là, c'est eux qui souvent initient le contact et qui vont essayer de vous proposer soit un échange de regards, soit de tourner autour de vous, de faire quelque chose, de vous emmener danser sous l'eau. Donc laissez-les faire, regardez, ressentez ce qu'ils essaient de vous proposer et essayez de suivre. Et là, il se passe souvent des choses vraiment magiques. Alors, je voudrais juste très rapidement, mais vous montrer quand même quelques exemples de comportements des cétacés, qui vous mettent en garde. Soit parce que vous arrivez à un mauvais moment, soit parce que vous les perturbez, mais tous ces comportements, clairement, vous demandent de vous écarter ou de vous en aller. Celui qui est commun à tous les cétacés, c'est lorsqu'ils frappent leur nageoire, soit caudale, soit pectorale, sur l'eau, pour faire du bruit et éclabousser. Ça, très clairement, ça peut être dirigé contre vous ou contre un autre membre de leur clan, mais ça signifie laisse-moi tranquille. Donc si on le fait à votre égard, reculez et partez. Et si vous étiez en train d'approcher en bateau en espérant faire une mise à l'eau et que les dauphins qui sont les plus proches, je dirais, du bateau vous signifient ça, ça veut dire que vous les dérangez. Donc là, il n'y a pas de mise à l'eau possible. Il faut le respecter. On l'observe aussi chez les baleines. Attention, parce que les baleines, quand même, il y a eu quelques cas à La Réunion où une baleine s'est un peu fortement agitée parce que les nageurs ne comprenaient pas les signaux qu'elle essayait de leur envoyer. Donc voilà, soyez attentifs à ces signaux-là, parce qu'ils ont valeur de langage pour les animaux, ce type de comportement, et ils vous signifient carrément quelque chose. Pour les dauphins, il y en a 3 qu'on connaît. Donc le fait de frapper de la queue ou de la nageoire sur l'eau. Donc ça, c'est un premier signe qui vous demande de vous écarter. Alors, ils peuvent le faire entre eux. Une femelle pourrait le faire à un mâle pour lui demander de la laisser tranquille. Donc, c'est pas forcément dirigé contre vous. Regardez qui le fait et si vous êtes concerné ou pas. Mais ça, c'est le premier signe. Le deuxième, c'est la posture en S. Lorsque les dauphins se dressent sur ce type de posture en S, ils peuvent en même temps aussi claquer des dents. Ça arrive. Ça, c'est une posture clairement menaçante. Donc là, vous partez immédiatement. Et la dernière, c'est la mâchoire ouverte. Faire un face-à-face avec vous, mâchoire ouverte. C'est aussi menaçant. Donc là encore, les dauphins peuvent faire ça entre eux. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a un règlement de compte ou un conflit qui est en cours. Donc là, même si vous n'êtes pas concerné, il faut reculer et il faut les laisser entre eux régler leurs problèmes.
Et si c'est vis-à-vis de vous, là, vous sortez immédiatement de l'eau et il faut les laisser tranquilles. C'est pas la peine d'y retourner. Parce que pour que des dauphins en arrivent, ce qui est très rare, hein, à venir mettre en garde de la sorte des humains, c'est que vous avez déjà atteint un stade très avancé dans l'agacement que vous générez chez eux. Voilà. Alors après, il y a d'autres postures selon chez les baleines et les cachalots, mais je ne peux pas, malheureusement, dans cette conférence, tous vous les donner. Alors là, ce que j'aimerais vous montrer maintenant que vous avez compris comment on approche les cétacés en bateau et à la nage, je vous ai préparé un petit mix de tout ce qu'il ne faut pas faire à l'eau et en bateau. C'est le grand bêtisier vraiment de l'approche des mammifères marins. Et malheureusement, ce n'est pas drôle parce que ça arrive beaucoup trop souvent encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse le voir en image. Donc là, il y a des dauphins, comme vous voyez. Et voilà, sautons sur les dauphins directement pour aller plus vite vers eux. Là, vous pouvez voir les gens qui foncent vers les dauphins à la nage le plus vite possible, qui croulent éventuellement. Là, vous pouvez voir tous ces bateaux qui arrivent. Voilà, bien sûr, qui font du tambour aussi pour faire de la musique. Donc, on avait dit de ne pas faire de bruit, c'est exactement ce qu'ils font. Et comme vous le voyez, ils sont en train d'encercler. Alors que c'est vraiment beaucoup de bateaux et déjà beaucoup trop de monde, hein, assurément. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas tant de dauphins que ça. Ils viennent encercler les dauphins. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire pire comme approche des dauphins. Et comme tourisme lié aux cétacés. Voilà, sauter dans l'eau en faisant énormément de bruit, foncer vers les dauphins. On retrouve ce genre d'approche typique qui sont terriblement néfastes pour les dauphins. Donc voilà vraiment tout ce qu'il faut éviter de faire. Par contre, là, cette fois-ci, je vais vous proposer quelques images plutôt sympas de ce que l'on peut vivre lorsque l'approche est réussie. Et là, au lieu de sauter dans l'eau pour voir des animaux qui s'enfuient, que vous allez voir à peine 1 ou 2 secondes s'enfuir, là, vous pouvez vraiment partager des instants de grâce avec eux qui sont exceptionnels. Je vous montre. Alors, comme vous le voyez, avec l'approche qui a été faite, les animaux arrivent toujours par l'arrière des humains. Ce sont eux qui nous rejoignent. Alors, ça, c'est exceptionnel. Le face-à-face, le regard que j'ai pu échanger avec ce cachalot était exceptionnel. J'étais profondément émue. Ça, c'est vraiment des instants qui vous marquent à jamais. Alors là, ce sont des dauphins. Et là, on a un exemple d'interaction. Vous voyez, ils tournent et lorsqu'ils plongent comme ça, c'est une invitation à aller danser avec eux sous l'eau et interagir, que j'ai pas pris. Hein. Ce jour-là, j'étais un peu fatiguée. Donc là, vous voyez qu'ils reviennent me voir, un peu déçus, en disant, bon, voilà, ok. Donc ils font un petit coucou et ils repartent. Puis là, il y a d'autres dauphins qui arrivent. Et là, vous voyez, ils proposent un autre type d'interaction qui est de me faire le tourniquet. Voilà, les dauphins à long bec font souvent ça. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est Stéphane Toureau qui était venu avec nous pour proposer un stage d'apnée à bord, qui danse avec les dauphins. Ça, c'est aussi une interaction qu'ils apprécient particulièrement. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que Stéphane plonge, mais ne va pas vers les dauphins. Il plonge et il fait sa danse. Et il les invite à le rejoindre. Mais vous voyez, les dauphins le rejoignent de leur plein gré. À aucun moment, il va vers eux. Et là, il vit quand même des instants formidables. Là, on va passer sur les orques. Alors ça, c'est pas des images qui appartiennent à Dolphines. Mais... Alors, attendez, je baisse le son. Voilà. Ça c'est l'approche parfaite, je dirais, que des animaux. Il a des bras qui ne bougent pas et qui ne sont pas dirigés vers les animaux. Et donc, il est totalement calme et en parallèle des animaux, sans rentrer dans leur trajectoire. Et il est complètement toléré par les orques, extrêmement près. Ça, c'est vraiment une interaction parfaitement réussie. Voilà. Voilà pour ces belles images et ce qu'on peut vraiment vivre avec les animaux. Donc, pour vivre l'extraordinaire, partez avec des spécialistes. Faites-le dans le respect des animaux. Ou alors, vous pouvez aussi partir pour contribuer à la préservation des cétacés. Alors, je vous en parle évidemment parce qu'on est pleinement concernés, nous. Donc, l'association Splendeur Nature et Dolphines, en lien avec l'IUCN et EPCA, qui est une ONG égyptienne en mer Rouge. On travaille ensemble pour tâcher de faire protéger les dauphins du lagon de Sataya.
ce que l'on veut, c'est faire mettre en place au gouvernement un encadrement du tourisme, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun, et que le lagon commence à être un peu victime de son succès. On veut que le gouvernement mette en place un encadrement du tourisme dans le lagon, en lien avec ces dauphins. Le but, c'est que cet encadrement et cette réglementation, et cette limitation aussi en nombre, permettent d'offrir, plutôt de garantir, je dirais, que ça permette de garantir le respect des dauphins et surtout leur pérennité. Donc pour faire ça, à partir de 2022, on lance une étude de l'état de santé de ces dauphins. Et comme une première étude avait été menée par l'IUCN entre 2006 et 2013, la comparaison des données va nous donner une vue de leur évolution sur les 15 dernières années. Et ça, ce sera extrêmement précieux. Et ça va nous fournir des données concrètes qui vont nous permettre d'inciter le gouvernement égyptien à agir. Alors, si vous avez envie de mettre vos compétences de plongeur, d'apnéiste ou de simple snorkeleur ou d'amoureux de la mer au service de la préservation, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a cette année 4 voyages de collecte de données, de photos, de vidéos. Les départs sont au mois de mai, le 21 mai, le 2 et 9 juillet et le 13 août après. Et ces voyages sur lesquels vous pouvez venir et participer sur place à toutes les prises de vue dont on a besoin et toutes les relevés dont on a besoin, c'est ce qui va nous permettre de financer cette collecte de données. On a reçu d'ailleurs pour ces voyages qui soutiennent notre projet, le soutien de Longitude 181 aussi, qui au travers de leur nouveau label voyage, qui s'appelle le label Éco-Confiance, soutiennent des voyages utiles. Et ils l'ont donc attribué à nos voyages en mer Rouge pour ce projet, à Dolphines et à notre partenaire agence de voyage qui est Ultramarina sur ce projet. Alors si vous voulez contribuer à préserver la vie sauvage, tout en vivant l'extraordinaire, rejoignez-nous. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, mon contact sera sur la page suivante. On sera ravis d'y répondre. Et bon salon virtuel à vous tous si vous êtes chez vous ce week-end. Merci. Au revoir.